Paris-Île-de-France. Un lieu, deux histoires, bienvenue dans La Belle Histoire. Nous sommes à Rochefort, en 1780, un jeune homme de 22 ans, riche, intrépide, quitte tout, femme et enfants pour aller libérer l'Amérique. Ce coup de folie va faire de lui une superstar aux États-Unis, mais ici, en France, le marquis de Lafayette, vous connaissez son prénom ? Qu'a donc en tête Gilbert de Lafayette quand il décide d'aider George Washington dans sa guerre d'indépendance contre les Anglais? Du courage, de l'inconscience ou un don extraordinaire pour flairer le sens de l'histoire? C'est l'avènement de la première grande république occidentale. Et Lafayette y était. Il y mettra sa fortune, il y jouera sa vie, mais qu'est-ce qui guide les pas de ce tout jeune homme au moment de s'embarquer sur l'Hermione? Un coup de folie ou un coup de génie, ce sera notre première histoire aujourd'hui. La deuxième histoire va vous emmener sur un air de Michel Legrand. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. 2 ans avant la révolution sexuelle de mai 68, Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac font rêver filles et garçons. Libres et légères, les deux jumelles auraient-elles dévergondé Rochefort avant d'enflammer la France? Vous entendrez aujourd'hui à Rochefort ceux qui ont vu débarquer l'équipe de tournage et les souvenirs émus qu'ils ont encore aujourd'hui. Alors, Lafayette est-il un fou ou un génie? Les demoiselles de Rochefort sont-elles vraiment des saintes nitouches? Avec Myriam Bounafa, avec François Reynard, vous êtes à Rochefort, La Belle Histoire, c'est parti. Nous sommes en 1780, presque 10 ans avant la Révolution française. Dans le port de Rochefort, les matelots s'affairent aux derniers préparatifs sur l'Hermione. C'est le bateau de guerre le plus rapide du royaume. Le départ vers l'Amérique est imminent. Ça, c'est les canots. Ces deux-là seront embarqués à bord. Mais là, vous ne pourrez pas sauver tout le monde, hein, s'il y a un pépin, vous savez ça. Ah bon? Vous avez vu Titanic? Oui, mais nous, on est Regardez-les, historique. Il y a une part de... On a le droit des pertes. Ah ouais? Ah ouais. Ah bah, c'est un bateau de guerre. Le marquis de Lafayette attend ce départ avec impatience. Pour lui, c'est sûr, l'histoire s'écrit de l'autre côté de l'Atlantique. Pour bâtir un nouveau monde en Amérique, il faut aider Washington contre les colons anglais. Lafayette est sur le point de partir pour les Amériques. À quoi ressemble le bateau? Quand Lafayette va monter à bord, le bateau est vraiment prêt à partir. Il a chargé. D'ailleurs, ce tirant d'eau, il est beaucoup plus enfoncé dans l'eau que la normale. Il embarque du matériel, des armes pour livrer aux insurgés américains, des vêtements, des tenues militaires pour les insurgés américains, qui sont en situation un petit peu de... maintenant, on dirait des terroristes ou Des rebelles. des partisans, des rebelles. Lafayette est-il complètement fou ou tout simplement génial? Toujours est-il qu'il s'apprête à quitter femme et enfants pour rejoindre ses combattants dénués de tout. C'est quoi cette guerre aux États-Unis? Alors il faut comprendre qu'au XVIIIe siècle, il n'y a pas les États-Unis, il n'y a pas l'Amérique, etc. Il y a des colonies anglaises. Puis en 1776, le 4 juillet, le 4 juillet, célèbre date américaine, ils disent ben voilà, on sera les Américains désormais, on se sépare des Anglais, on fait notre déclaration d'indépendance. Là, c'est évidemment la guerre avec Londres. Donc cette guerre d'indépendance, elle est faite aussi sur des principes qui est que ces colons américains disent on se bat pour la liberté, on se bat pour la recherche du bonheur. C'est extraordinaire, dans leur déclaration d'indépendance, on recherche le bonheur. Et donc ça suscite beaucoup d'enthousiasme en Europe. En 1780, Lafayette n'a que 22 ans, mais il a déjà fait cette traversée vers l'Amérique 3 ans plus tôt. Il n'avait alors que 19 ans. Même Louis XVI s'opposait à son départ, mais l'intrépide jeune marquis avait affrété un bateau avec ses propres deniers pour combattre déjà aux côtés des insurgés. Il est parti tout seul, a armé un bateau. Il était riche, c'était un orphelin. Il est parti d'un petit port à la frontière espagnole, Los Pasajes. Il y avait quelque chose de très mystérieux dans cette préséance que finalement, ça allait se passer là-bas. Il faut dire qu'en partant pour l'autre côté de l'Atlantique, Lafayette espérait également faire oublier ses faux pas à la cour de Versailles. Il a raté un pas de danse avec Marie-Antoinette et alors elle a eu un petit rire assez mesquin et ça a été la risée de toute la cour et maintenant il a quelque chose à prouver au niveau militaire.
Définitivement, le marquis de Lafayette est un homme d'action plus qu'un homme de cour. Il disait « Le bonheur de l'Amérique est intimement lié au bonheur de toute l'humanité ». Idéaliste, fougueux, généreux, il a su convaincre les Américains. Les Américains voient tous ces Français arriver avec une certaine méfiance. Parce que, évidemment, les Français roulent des mécaniques, si j'ose dire, proposent leurs services moyennant rémunération de manière assez importante. Et là, Lafayette va la jouer assez maligne, puisqu'il dit, au fond, je viens mettre mon épée et mes talents au service de la cause américaine et je ne demande rien. Ni grade, ni rémunération. Il la joue modeste, et c'est comme ça, au fond, qu'il va pouvoir d'abord gagner la confiance du Congrès américain et être envoyé auprès du général en chef de l'armée américaine qui est Washington. Quand il revient de son premier voyage, Lafayette est plus enthousiaste que jamais. Blessé au combat, il est devenu un héros pour les Américains, mais aussi pour les Français et la cour du roi. Lafayette a donc fait ses preuves. Pour son nouveau départ, il aura l'aval du roi, comme en témoignent ses documents d'époque. Quoique le départ de M. de Lafayette ne soit pas un mystère, vous jugerez cependant qu'eu égard à la nature de sa mission, il convient d'agir avec toute la discrétion possible sur ce qui regarde son expédition. La monarchie soutient Lafayette, mais d'un autre côté, on trouve encore à cette époque que c'est un trublion et qu'on ne veut pas avoir trop l'impression d'accéder totalement à ses demandes. Et donc, on ne donne qu'une publicité encore restreinte à l'expédition. Voici donc Lafayette, tel un agent secret, prêt à embarquer sur la frégate royale de l'Hermione. Alors qu'il part à la guerre, il ne semble craindre qu'une chose, le mal de mer. Le 10 mars 1780, il est à bord du bateau. Il arrive, pas tout seul. Il a son aide de camp, il a quelques officiers avec lui. Alors, vu le premier voyage qu'il avait fait à bord de la Victoire, c'était son bateau à lui, qu'il avait payé avec ses propres deniers, eh bien, ça a duré quand même 74 jours. Pour la traversée de l'Atlantique, il a été très très malade pendant 3 semaines, donc il n'a pas trop envie que ça recommence. Lafayette n'a pas le pied marin, mais heureusement pour lui, son rang, sa gloire et son statut d'armateur lui donnent le privilège de loger dans la cabine du capitaine. Là, nous rentrons dans la grande chambre. C'est là qu'on appelle ça aussi la chambre des cartes. C'est l'endroit le plus luxueux. On remarque les moulures, un peu comme dans les petits châteaux du 18e, dans les salons particuliers. Et on a un parquet de chêne, on a vraiment un grand luxe. Lafayette a dormi dans la cabine du commandant, ici. Alors, c'est pas très grand non plus. Voilà. Ah oui, c'est petit. Mais c'est quand même sympathique. Il avait un petit bureau, sa petite couchette ici, voilà. Et il est tout seul. Rien à voir donc avec la vie des 300 matelots qui dorment dans la cale. Ici, donc 300 personnes qui dorment. Vous pouvez imaginer l'ambiance, on est hamacs, les bâbordés à bâbord, les tribordés de l'autre côté. Et entre les deux, des animaux vivants. Non. Tu sais, des moutons. Non. Des moutons essentiellement. Hein. La viande Ça fraîche. sent fort, le Ah, il y a une odeur le matin, je vous dis pas. Et donc, ici, ce sont les parcs à moutons. Il y a un parc arrière et le parc avant. Qu'allait-il faire dans cette galère alors qu'il ne manquait de rien? Lafayette était-il un illuminé ou un visionnaire? Toujours est-il qu'à bord de l'Hermione, l'aventurier s'ennuie et rédige de nombreuses lettres, notamment à Adrienne, son épouse dévouée. Quand il est parti sur l'Hermione, il avait déjà 2 enfants, Anastasie et George Washington, qu'il avait déjà appelé George Washington en souvenir du président des États-Unis. Et il écrivait effectivement de très très belles lettres. Adieu, adieu, mon cher cœur. Embrassez 1000 et 1000 fois notre chère Anastasie et notre petit George Washington, qu'ils sont heureux de vous voir. Est-ce à moi, mon cœur, qui suis si heureux par vous de vous rendre toujours malheureuse en vous quittant? Pardonnez-moi, le chagrin que j'éprouve m'en punit. Adieu, adieu, encore une fois. Je n'aurais jamais cru qu'il m'en coûtât autant pour partir. Je sens, dans ce moment, que je t'aime encore plus que je ne le pensais. Adieu. Voilà, bon, moi, je trouve que recevoir des lettres d'amour comme ça, c'est pas mal. Alors, moi, j'ai trouvé une lettre. Une lettre que Lafayette va envoyer à sa femme avant de partir. Mon cher cœur, il dit toujours ça. Il dit, vous avez pas l'air de le croire. Non, pas du tout. C'est vrai? Non. En fait, il parle toujours évidemment de tendresse parce qu'il sait que sa femme est très amoureuse. En plus, elle est enceinte quand il part. Et donc, elle est sensible. Et par contre, juste après, il lui donne quand même quelques indications sur les futurs événements militaires pour un peu montrer ce qui va se passer. Et il sait que ça va être lui à Paris. Ah ouais, donc en fait, il se sert de sa femme qu'en plan de communication, quoi. Un peu.
Et il n'y a que plutôt vers la fin de sa vie, où sa femme va mourir, là il va peut-être s'apercevoir qu'il était l'aime sympa. vraiment. Mais c'est vrai qu'il l'aime beaucoup quand il est loin, parce que c'est un homme d'action et il n'aime pas rester à la maison. Et alors le bonheur conjugal, c'est pas son truc. Enfant gâté ou visionnaire de génie, Lafayette est de toute façon un homme pressé. Son champ d'action, c'est la terre ferme. L'Hermione est un bateau rapide, une frégate qui peut traverser l'Atlantique en 30 jours. Il lui tarde d'arriver. Arrivé aux États-Unis, il se sauve. Hein. Après 5 semaines de mer, Il en a marre. il n'en peut plus. Là. En plus, ils ont fait une erreur de 360 000 en longitude. Ça fait à peu près un peu moins de 700 km. Quoi. Ah ouais. D'erreur. À un moment donné, le commandant est fou parce que d'après ses points, il arrive quoi, et il se refoie le fond. Ils sonde en permanence, il y a un truc qui ne va pas. Et au bout d'un moment, il réunit tous les officiers, ils font tous un point astronomique et il écrit dans son journal l'ensemble des points de mes officiers nous donnant en milieu des terres de la Virginie, je conclus que nous sommes sur l'arrière de la frégate, c'est-à-dire qu'ils sont loin derrière. Enfin, dans la nuit du 15 mars 1780, le marquis de Lafayette arrive à Boston. Les insurgés d'Amérique l'accueillent en héros et le petit Français va pouvoir retrouver son père spirituel, le futur président des États-Unis, George Washington. Là, on voit la rencontre entre deux hommes qui ont à peu près 25 ans de différence. Donc il y a environ une génération qui les sépare. Lafayette est orphelin de père, et même de mère à l'époque, mais très jeune orphelin de père. Et Washington n'a pas d'enfant. Et au fond, entre ces deux personnages va sans doute se jouer quelque chose qui est de l'ordre de l'amour filial. En plus, ils sont tous les deux francs-maçons. Donc ils partagent une philosophie, une manière de voir l'avenir de la civilisation qui est certainement très proche. Lafayette n'arrive pas les mains vides. Il transporte avec lui 4000 uniformes pour les insurgés, mais surtout, il annonce des renforts avec l'arrivée prochaine des troupes françaises. Lafayette, ça va être donc le premier qui traverse et derrière, il faut imaginer des bateaux, combien d'hommes qui suivent Oui, 5000 à Brest, pareil à Toulon, sur des gros vaisseaux. À un moment donné, il y aura une grosse bataille en Amérique, ils vont être 47 vaisseaux, je crois. avec 700 hommes à chaque fois là-dessus. C'est grâce à la détermination et à l'argent donné par Lafayette que les alliés franco-américains vont remporter la victoire décisive contre les Anglais, Yorktown, le 17 octobre 1781. Ce qui est formidable dans l'histoire de Lafayette, c'est sa jeunesse. C'est un mélange de clairvoyance peut-être, de courage et de folie aussi d'une certaine manière, mais c'est une icône du désintéressement, le Lafayette de cette époque. Finalement, l'avènement de la République américaine, eh bien, c'est l'avènement de la première grande République occidentale. Et Lafayette y était. Il y a cru, il s'est battu pour ça, et il a eu raison de le faire. Donc l'histoire lui a donné raison aussi, d'une certaine manière. La naissance des États-Unis sera officialisée 3 ans plus tard par le traité de Paris. Le courage et la persévérance du jeune Lafayette font de lui l'un des pères fondateurs de cette jeune nation. Comment ça se fait que Lafayette, c'est une superstar aux États-Unis et en France, il est un peu méconnu, il n'est pas à son avantage? Alors la différence est très simple, c'est qu'aux États-Unis, on le juge sur une chose qui est le fait qu'il est venu aider les Américains, donc on l'appelle le héros des deux mondes, hein, ça veut dire le héros du vieux monde et le héros du nouveau monde. Mais le problème en France, c'est qu'il y a une carrière derrière, c'est que Lafayette, il est mort très très vieux et il a eu le temps de faire des choses, et dans ces choses, il y a des choses qui sont très controversées. En 1791, à ce moment-là, il y a des gens du peuple de Paris qui viennent manifester sur le champ de Mars en disant « mais ce roi nous a trahis, il voulait aller à l'étranger, s'allier avec les princes alliés pour lutter contre la France ». Et Lafayette, qui est le patron de la garde nationale, ordonne qu'on tire sur la manifestation. Donc, pour la gauche, c'est le type qui a défendu le roi et qui a tiré sur le peuple. Disons qu'on peut dire que pour les Français, c'est une longue carrière. Et dans cette carrière, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des choses bien, il y a eu des erreurs. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il est moins aimé en France qu'aux États-Unis. Pendant la Première Guerre mondiale, en 1917, les États-Unis vont décider de rentrer dans la guerre mondiale et ils débarquent. Et une des premières choses qu'ils font, c'est aller se recueillir le général américain dans le monument à Lafayette en disant « Lafayette, nous voilà, hein, Lafayette, we are back ». On est là pour rendre, voilà, tu nous as aidés une fois, et maintenant c'est notre tour. Donc ça restait dans les mentalités américaines, ça reste très très présent. En mémoire de cette incroyable aventure historique, la frégate de Lafayette a été reconstruite à l'identique jusqu'au moindre clou. L'Hermione reprendra la mer pour traverser l'Atlantique en 2015.
Et chaque matin, quand Obama ouvre les fenêtres de la Maison-Blanche, il voit quoi? La statue de Lafayette, reconnaissance éternelle du peuple américain. La deuxième histoire de notre émission va vous réenchanter la mémoire. Nous sommes en juin 1966. 2 ans avant mai 68, une équipe de tournage débarque de la capitale et prend ses quartiers à Rochefort. Les demoiselles de Neuve et d'Orléac vont bousculer la vie austère de cette ville de garnison que ses habitants appellent parfois Rochemort. À l'époque, en 66, est-ce qu'il y a vraiment un fossé entre Paris et la province? Ça, c'est évident. Jean Rochefort, il n'est pas de Rochefort, mais Jean Rochefort, je crois qu'il était de Nantes. Et on lui dit, mais vous rêviez de quoi à Nantes quand vous aviez 20 ans? Et il répond, me tirer. Et évidemment, dans une petite ville comme Rochefort, une ville de garnison, une ville traditionnelle, une ville provinciale, dans laquelle les mentalités sont encore les mentalités dont on parlait, c'est-à-dire qu'on ne se montre pas avec une femme qui est divorcée, parce qu'une femme qui est divorcée, c'est une créature. Ça veut dire que c'était l'Église l'a bannie. Et il est bien évident que dans cette mentalité provinciale, etc., vous amenez Catherine Deneuve, Françoise d'Orléac, qui sont les deux plus belles femmes de l'époque, plus toute une troupe de danseurs olé olé, etc. Évidemment, ça c'est sûr que ça a dû être un petit peu olé olé, je n'en doute pas une minute. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Pendant 3 mois, Jacques Demy, le réalisateur, et Michel Legrand, le compositeur, vont envoûter la ville. Il y a quelques années de ça, hein, pas grand-chose, quelques décennies. Vous étiez un petit fripon. Gérard est aujourd'hui notaire, mais à l'époque, il était en 6e au lycée de garçons, et pour lui ce tournage fut un délicieux éveil des sens. Vous savez, les garçons, dans les lycées de garçons, on parlait très souvent des filles, forcément. Et là, il y en a un paquet qui arrive. Et là, il y en a un paquet qui arrive, si vous voulez, oui. Et puis elles arrivent avec des couleurs, des paillettes, des tenues qu'on n'a pas l'habitude de voir même à la télévision. Il y a une très forte censure à la télévision. Hein, c'est le rectangle blanc dans toute sa splendeur. On voit rien. On voit rien. Je veux dire que même un baiser, c'est déjà censuré. Donc on attend ça, c'est vrai. Et vous êtes dans cette classe? Et on est dans cette classe. On y va? On y va. C'est une classe d'allemand. Je fais allemand en première langue. Ah, c'est devenu un atelier. C'est devenu un atelier. Il y a encore des photos. Je vois ça. C'est pas les mêmes. Vous n'aviez pas ça à l'époque? On n'avait pas ça à l'époque. Si on avait eu ça, on aurait été embêtés. Bon. Donc là, vous entendez la musique, alors, les haut-parleurs? Les haut-parleurs, la musique, on se dit ça y est, ils sont en train de tourner. Alors que vous êtes là dans la classe allemande, quoi. Exactement. Nul. Et là, c'est pas très sympathique. C'est pas là où il faut être, quoi. C'est pas là où il faut être. Alors, pour pouvoir assister au tournage sur la place Colbert, Gérard et ses camarades vont plus d'une fois faire le mur. Et puis là, on fait, nous, la rencontre de Catherine Deneuve et de Françoise d'Orléac. Donc d'où l'intérêt aussi d'y aller le plus souvent possible. D'accord. Parce que là, elle vient vers nous. Elle s'adresse à nous. Elle nous fait la bise. Enfin, vous vous rendez compte. Des jeunes femmes comme ça, barésies, magnifiques, elles sont très belles. Et donc on garde un souvenir extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous mettre en attente? 45 ans après, c'est encore la chanson des jumelles qui résonne au standard de l'hôtel de ville. Voilà. Vous ne pouvez pas vous détacher des demoiselles de Rochefort, en fait. Alors ici, à Rochefort, vous avez votre bureau dans la salle de danse des demoiselles. Exactement, c'était la salle de danse des demoiselles avec le parquet qui est le parquet sur lequel les demoiselles de Rochefort ont dansé, avec la barre qui était à la place de ce radiateur. Ça a été dans une ville qui est une ville classique, qui est une ville relativement austère, une ville avec des militaires, je dirais l'intrusion la plus débridée du cinéma. D'autant plus que les Rochefortais s'étaient prêtés au jeu. Les façades de certaines maisons étaient peintes en rose. Et la légende voudrait que Jacques Demy ait souhaité qu'on peigne le pont transbordeur en rose. Et là, l'État, hélas, s'y était opposé. Ça a dit non-stop. Non-stop. Une petite révolution s'annonce, une révolution rose bonbon, qui, sous des airs et des dessous frivoles, annonce un changement de société. Il y a déjà ces deux filles qui disent oui, finalement, j'ai pas envie, les forains, ça me saoule, je préfère les marins, etc. Bon, ça, c'est quand même déjà,
c'est peu commun à l'époque qu'une fille ait l'air de faire son marché, quoi, dans des catégories socio-professionnelles. Bon, ça c'est rare. Il y a une exubérance, en tout cas, qui n'est pas conforme comment dire, au canon d'austérité et d'élégance de la bonne société bourgeoise de l'époque, où donc être élégant, c'est on ne te voit pas. Ça, l'élégance, hein, il faut se fondre avec les murs, il faut être en gris, en bleu marine, etc. Et donc il y a une volonté de casser ces codes-là. Du plomb dans la cervelle, de la fantaisie à gogo, mi fa sol la mi. Delphine et Solange ont 2 rêves, monter à Paris et rencontrer l'homme de leur vie. En apparence, rien de révolutionnaire, mais à Rochefort, comme partout en France, mai 68 pointe ses mains. Ça parle clairement d'une sexualité qui est presque plus débridée que ce qu'on peut nous trouver aujourd'hui dans notre génération à nous, quoi. Alors, la sexualité, c'est quand même toujours le rêve du prince charmant. Hein, ça repose toujours là-dessus. C'est toujours des filles qui ont envie de trouver le prince charmant. Oui, mais qui ont essayé déjà tous les princes charmants de la ville et qui se disent bon, on va aller à la capitale parce que je crois que là, c'est quand même le marché. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu de ça, oui, bien sûr. Est-ce que les demoiselles de Rochefort ont participé à la libération des mœurs? Est-ce que ça a eu un impact sur Alors ça, c'est difficile à dire. Il y a tout un contexte, mais en tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, ce qui est très simple, hein, c'est que les demoiselles de Rochefort, c'est 67, qu'un an après, c'est 68. Donc évidemment, la grande date historique, c'est évidemment 68. Ce qu'on oublie toujours sur 68, ça a commencé par quelque chose qui est lié à la sexualité, qui est que les étudiants de Nanterre avaient demandé le droit de se rendre dans les dortoirs, enfin les garçons chez les filles chez les garçons. Et c'était interdit par le rectorat. C'est pour ça, par le ça recteur. part de là? 68 part de là. C'est une révolte qui est évidemment aussi un bouillonnement hormonal. On en a assez, c'est plus possible, on n'est plus au XIXe siècle, voilà. Derrière leur couleur pastel, les demoiselles ne seraient donc pas franchement les saintes nitouches qu'elles ont l'air d'être. À cette époque-là, une fille ne disait pas de gros mots. Donc une fille qui dit merde ou une fille qui dit pute, on se régale à dire des trucs interdits. Et je pense qu'il y a de ça chez Demy. Il a envie de montrer ça, quoi. Cette espèce de... On se délecte, quoi. Ouh, j'ai perdu une pute, comme ça. C'est coquin, c'est coquin. Ah, qu'est-ce que j'ai faim. Oui, on y va, mais patiente une minute. Tu n'as pas peur qu'on fasse un peu pute? Tiens, c'est drôle, mais je n'avais pas pensé à ça. Électrisé par cette ambiance potache où tout semble permis, en cet été 66, la température monte à Rochefort. Rochefort, ça n'a jamais été une grande ville. Hein. On avait plus de crainte de se faire piquer nos nanas pendant 3 mois que nous d'aller piquer celles des autres. Parce qu'elles étaient pas mal, celles qui étaient avec nous avant. Hein. Elles sont revenues après. Paulette, je suis enchantée. Salut, bien. Les langues ont du mal à se délier, mais en réunissant les Rochefortais qui ont participé au film, on peut en entendre de belles au Café des Demoiselles. Attention, scoop, 45 ans après. Michel Piccoli, il est arrivé là. Juliette Gréco était venu ici puisqu'il l'avait amené avec lui. Hein. Ouais. Ils étaient descendus tous les deux à l'hôtel. Ouais. Ça a été le drame parce qu'il avait une petite copine avant. Oui. Et tout à coup, il va à son petit voyage à Paris, il ramène Juliette Gréco. Voilà, Mais ouais. je peux pas vous dire qui c'était. Ah, vous voulez La dire copine, quoi. Piccoli? Ah, la copine. Ah, c'était une petite Voilà. copine à Rochefort, Ah ben voilà. une Rochefortaise, dont Non. on taira le nom. Non, c'est pas pas une une Rochefortaise. Non, je sais pas. Non. Ah, mais par contre, tout le monde connaît son nom. Ah non, non. La plupart ont été figurants, mais Paulette Dupuich, elle, était habilleuse sur le tournage. Elle en a gardé pas mal de photos. Celle-là, elle est fabuleuse, cette photo. Celle-là, elle est bien. Qu'est-ce qui se passait sur cette terrasse? Il y Eh avait ben, des fêtes, il y avait quoi? C'était un pot offert par, je ne sais plus si c'est Catherine Deneuve ou Françoise d'Orléac. Ça a leur arrivée. Hein. Et les on est- Rochefortais étaient invités? Ah non, c'est toute l'équipe du film. Bah, il y a vous là, Paulette. Et alors? Elle était dans l'équipe. Voilà. Cette photo, c'est presque tout ce qu'il reste des fêtes organisées pendant cette parenthèse enchantée. Car l'hôtel où elle a été prise et où toute l'équipe du film logeait est aujourd'hui bien mal en point. C'est gentil de m'ouvrir. Je vous en prie. Allez, je vous suis. Par contre, malheureusement, je suis pas sûr que vous ayez grand-chose à voir dedans. Hein. Il paraît que c'est à l'abandon. C'est à l'abandon. Ça fait au moins 7-8 ans qu'il est à l'abandon. Je risque un peu ma vie, là, non? Grandement. Là, c'est la fameuse terrasse. Et c'est une terrasse qui a une vue panoramique sur Rochefort. C'est triste, un hôtel vide comme ça. Les belles couleurs de Jacques Demy n'étaient donc qu'un rêve, mais un rêve qui aura quand même duré 3 mois. Et qui annonçait, légèrement mais sûrement, un vrai changement de société. Quel est le contexte moral de cette époque-là?
Quand on voit le film, très acidulé, très joyeux, avec des femmes qui ont des maris, des amants, etc., on se dit quelle époque ouverte, libertine, etc. Pas du tout, les années 60, c'est pas du tout comme ça. Par exemple, c'est seulement en 65 que les femmes ont le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari, d'accord? Elles ont le droit de signer des chèques depuis la fin des années 50. Et la chose très importante dans l'histoire de l'évolution des mœurs, c'est 1967, la même année que les Demoiselles de Rochefort, parce que c'est l'année de la loi de Neuwirth qui amène la contraception. Ça a été autorisé à ce moment-là, mais avec des vifs débats. Il y a des gens qui disaient non, on est contre, mais personne ne disait la chose que réclamaient les féministes à ce moment-là, qui était on a droit à la pilule parce qu'on a le droit de maîtriser notre corps. Mon corps m'appartient, c'était le grand slogan féministe, mais les Français étaient encore très très conservateurs, ils avaient encore la tête très 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 pleine des catéchismes anciens. Mais avec leur allure virginale, les Demoiselles de Rochefort cachaient bien leur jeu, et les conservateurs n'y ont vu que du feu. La belle histoire, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, un vent de liberté dans les voiles de l'Hermione. Un vent de folie sous les jupes des demoiselles. Oh, bravo. Allez, salut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nés sous le signe des Gémeaux, mi fa sol la mi ré, mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles ayant eu des amants très tôt, mi fa sol la mi ré, mi fa sol 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 ré do.